Voilà, donc comme dit, un portail, 80 000 visites par mois, 850 000 pages vues par mois, des durées de visite de 9 minutes sur notre portail, plus de 11 000 utilisateurs uniques. Donc Direct Réseau, c'est avant tout un outil professionnel qui est à l'adresse des marchands de presse au niveau national. Et donc on a effectivement de fortes fréquentations aujourd'hui encore sur le site, malgré tous les portails. On est un portail historique et aujourd'hui on renseigne finalement les marchands au quotidien sur les couvertures, sur les invendus et même sur les problématiques de logistique pour certains de nos clients, puisque adossé à ce portail, on a toute une partie donc emailing. Comme je le disais, 9 minutes, environ 10 pages vues par session sur le site, c'est les principaux chiffres. Et de l'autre côté, près de 11 000 utilisateurs, près de 17 000 adresses mail en base, pour donc a priori environ, je crois, 19 000 points de vente. Si j'ai bien suivi la présentation des déjeuners de la diffusion. Nous, aujourd'hui, on a 13 000 qui sont inscrits sur le site et on a effectivement donc 12 000 ouvreurs réguliers de nos emailing sur une année, ce qui veut dire qu'on a vraiment une base qui est active, qui est souvent sollicitée, mais qui répond très bien. Bon, ça, c'était la petite introduction au sujet de qui nous sommes et ce que nous faisons. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de la remontée d'informations qu'on a pu récupérer par rapport au réseau des marchands de presse. C'est vrai qu'on a eu à l'occasion des déjeuners de la diffusion finalement plein de points de vue. On a eu toutes les réflexions qui ont été menées par les acteurs de la presse. On a eu une étude qui a été menée aussi sur les consommateurs qui viennent en point de vente pour acheter de la presse. Et finalement, nous, on arrive avec une dernière étude qui va finalement compléter un peu tout ce panorama et qui est finalement l'étude de toute cette force de vente qui aujourd'hui fait de la vente au numéro. Alors on sait qu'effectivement la vente au numéro aujourd'hui c'est pas la panacée, ça fait pas partie de la partie de la presse qui est la plus en forme, mais en même temps c'est nécessaire, c'est ce qui va permettre de faire découvrir les offres, c'est ce qui va permettre finalement de renouveler aussi la clientèle de la presse, et donc c'est effectivement un réseau sur lequel nous on pense qu'il y a encore plein de choses à faire. La méthodologie, très rapidement. Donc on a eu à peu près on a eu exactement 1374 répondants sur l'étude. C'est une étude qu'on a menée entre le 15 novembre et le 30 novembre, donc elle est très 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 récente. On a conscience qu'elle est un peu juste par rapport à l'intégration de Presse Connect qui vient tout juste de terminer son déploiement, etc. Maintenant, on a déjà des premières remontées. Ça reste vraiment une étude qui est très intéressante sur plein de points de vue. Et on a étudié sur cette étude 5 typologies de points de vente. Les kiosques indépendants, les enseignes et concepts, les presse tabac et les rayons GSA. Tout d'abord, les catégories de répondants, pour bien vous expliciter un peu l'audience qu'on avait. On a une répartition à 70-30 entre un réseau traditionnel, donc les kiosques indépendants, les presse tabac, versus des points de vente sous enseigne qui sont à 30%. C'est un bon équilibre entre les deux réseaux et c'est assez représentatif finalement, je crois, de la structure globale du territoire sur ce sujet. De même, les zones de chalandise, on a demandé à les séparer en 3 grandes parties. La première étant finalement les agglomérations de moins de 2000 habitants, donc les villages. Ensuite, les villes moyennes, 2000 à 10 000 habitants. Et puis ensuite, les villes de plus de 10 000 habitants. Il se trouve qu'effectivement, sur cette partie-là, on a une structure de répondants qui est beaucoup plus grande ville, parce qu'effectivement, je pense qu'on a une audience qui aujourd'hui est peut-être plus présente sur les grandes villes. En même temps, il y a effectivement moins de points presse dans les villages, donc c'est pas non plus illogique. Ce qui nous a aussi intéressé dans l'idée, c'était d'identifier un peu des profils de commerce en se disant que aujourd'hui le point de vente presse, bien sûr qu'il y a le sujet de la presse qui est essentiel, mais il faut quand même avoir conscience du fait qu'un point de vente presse aujourd'hui c'est plus seulement un point de vente presse, c'est un commerce de proximité, il va y avoir de la diversification, il va y avoir d'autres typologies de produits qui vont être proposés. Et l'idée, c'était d'essayer d'étudier un petit peu, finalement, l'attractivité de chacun de ces commerces en fonction aussi de sa position. C'est-à-dire qu'il est bien évident que si on est dans une gare ou dans un centre commercial, on va avoir une clientèle qui ne va pas forcément être la même que si on est en centre-ville.
une clientèle peut-être plus de passage sur les gares, une clientèle qui va finalement venir dans le centre commercial pour d'autres raisons et qui va finalement être plutôt une clientèle occasionnelle qui va passer dans le magasin presse, là où pour le coup un commerçant en ville va avoir des besoins qui vont être un peu différents en termes d'attractivité, en termes de fidélisation de ses clients. Donc on a demandé finalement à essayer d'avoir cette vue en se disant sur l'ensemble de nos répondants, on a eu globalement 70% de commerçants en ville et à peu près 30% de commerces situés dans des lieux de passage. Donc je répète, c'est gares, aéroports, centres commerciaux, etc. Et ce qui nous a permis de voir que globalement, dans ces répartitions sur les commerces en ville, on a 73% qui sont vraiment des commerces traditionnels, pour finalement à peu près 30% de commerces qui sont sous enseigne concept. Dans les lieux de passage, on a plutôt 60% de commerce traditionnel et 40% d'enseignes. Donc ça veut dire qu'effectivement, lieu de passage égale plus de commerce sous enseigne. On leur a aussi demandé, parce que voilà, c'est ce que je disais, on a essayé de voir ça un peu de manière globale, on leur a aussi demandé quelles étaient les typologies de produits qu'ils distribuaient en dehors de la presse. Et on se rend compte finalement que tous ces magasins, globalement, ils sont quand même très actifs sur cette partie de diversification. Que bien sûr, on a un top 3 qui est classique, la carterie, les fournitures de bureau, les jeux à gratter. Mais d'un autre côté, on se rend compte que finalement, la vape et tout ce qui tourne autour de la vape, c'est parti très fort et aujourd'hui, ça fait partie pratiquement du top 5. Bien sûr, il y a le tabac, mais il y a aussi les livres. Enfin bon, bref, on se rend compte que, et puis on le sent aussi, que finalement, ces commerçants, ils ont une approche du hors-presse qui est quand même pour eux un sujet très, très important. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont globalement tous plutôt très bien équipés, puisqu'ils sont pratiquement tous à 40%, en tout cas équipés sur les valeurs les plus faibles de produits de diversification. Donc ça a été un premier constat, c'est qu'effectivement, globalement, aujourd'hui, un point presse, c'est plus seulement un point presse, c'est effectivement avant tout un commerce de proximité qui va vendre plein de choses et qui va aussi vendre de la presse. Ensuite, on a un peu focusé donc, sur l'activité de la presse en elle-même. L'idée, c'était de savoir aujourd'hui comment ils percevaient finalement la presse dans l'ensemble de leur offre et de leur activité. Et on se rend bien compte que globalement, on a des réponses qui sont très positives, puisqu'on a encore 70% des répondants qui vous déclarent que aujourd'hui, la presse, c'est le vecteur essentiel de fréquentation du point de vente. Donc, ils ne dérogent pas de cette idée, ce qui est effectivement une chose effectivement importante, parce que quand on voit la contrainte que peut apporter effectivement la presse, le faible chiffre d'affaires, il faut quand même qu'effectivement il y ait encore un avantage. Aujourd'hui, cet avantage, il est vu, il est reconnu par les marchands de presse comme étant un vecteur de trafic. Ensuite, on a eu effectivement l'occasion, à l'occasion des déjeuners de la diffusion, de voir qu'il y avait toute une réflexion qui était menée par rapport à tout redonner de l'attractivité finalement au point de vente presse avec les axes de développement. Et donc effectivement, c'est un sujet qui aujourd'hui est pris en charge et qui est adressé. Et je pense qu'il est temps, dans le sens où aujourd'hui on est encore à 70% de gens qui sont convaincus par l'intérêt de la presse dans leur point de vente, et il ne faudrait pas que ça continue, entre guillemets, de diminuer. Ensuite, on leur a posé la question au sujet des nouvelles règles et de l'assortiment, finalement, de la perception que les marchands vont avoir sur cette évolution de la réglementation. Je n'ai pas besoin de rappeler ce que c'est que les nouvelles règles de l'assortiment, je pense que tout le monde ici les connaît. L'idée, c'était de comprendre un petit peu finalement la perception que eux, marchands, en avaient, est-ce qu'ils la comprenaient, et finalement quels étaient leur avis dessus. On a plutôt finalement une réponse assez positive, tout simplement parce que l'approbation, elle va additionner le bleu et le rouge, donc elle va arriver à 55% en moyenne sur la question. Et on va voir qu'effectivement, on a plus d'approbation finalement dans les commerces qui sont situés dans les lieux de passage, plus que dans les commerces qui sont situés en ville. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, les commerces en lieu de passage, déjà, il y a beaucoup plus d'enseignes, enfin de concepts et enseignes, et on pense que globalement, sur les concepts et enseignes, les commerces sont mieux accompagnés sur ce type d'informations qu'un réseau traditionnel qui finalement est peut-être un petit peu sous-informé ou en tout cas ne s'intéresse pas suffisamment au sujet et n'est pas suffisamment sensibilisé à la question. Oui. Comment ? Oui. Sur le tableau, sur l'assortiment, quel est le taux de déploiement de l'assortiment sur le réseau de vente ?
combien de points de vente sont assortis aujourd'hui sur les années existantes? Alors c'est une excellente question. Parce qu'elle relativise En fait, le chômage précédent. oui, tout à fait. Simplement, le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'assortiment pour moi, il est soit prédéfini pour beaucoup. Les typologies de points de vente type kiosque, etc., ont des assortiments qui sont prédéfinis. D'autres sont plus ou moins fournis, mais... À ma connaissance, il est encore peu déployé. Et par conséquent, ça relativise le point de vue qui a été rendu. La réponse qui était apportée à cette question, est-ce que c'est utile chez vous? Est-ce que ça ne l'est pas du tout? À ma connaissance, aujourd'hui, c'est encore peu déployé. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'ils puissent agir sur leur assortiment, c'est nouveau. Le fait qu'ils aient un assortiment, c'est pas nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? La différence, elle est là, c'est que globalement, ils peuvent interagir dessus maintenant à leur niveau. Avant, ils avaient déjà une base d'assortiment. On sait qu'effectivement, la crise du papier, etc., a fait qu'il y a peut-être eu un petit peu plus de réflexion autour de l'assortiment et de ce qu'on allait livrer. Et que, donc là, aujourd'hui, la question était plutôt de se dire quelle est leur perception finalement à cet assortiment et à la possibilité éventuellement de pouvoir intervenir dessus. Pour focuser un petit peu sur finalement cette perception, aujourd'hui, les kiosques indépendants sont manifestement plus convaincus par le fait que ces nouvelles règles vont leur permettre de pouvoir intervenir sur la manière dont ils vont pouvoir gérer leur offre presse. Alors effectivement, les kiosques, c'est un sujet particulier, ils ont un assortiment qui est prédéfini en fonction de la taille du commerce, etc. Mais ils adhèrent plutôt à l'idée de pouvoir intervenir sur cet assortiment avec finalement 62% d'approbation sur la question. Là où globalement les enseignants concept ont un peu moins cette perception-là, peut-être du fait effectivement que leur assortiment est géré autrement que directement par le point de vente. Et donc globalement, même s'ils sont effectivement convaincus à 58%, ils sont un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais pas réellement dedans. Ceux qui finalement sont un peu les moins convaincus de l'histoire, en tout cas dans les déclaratifs qu'on a, ce sont les presse-tabac. Presse et presse-tabac, c'est-à-dire finalement les indépendants qui, comme je le disais, ne sont pas forcément toujours bien informés sur tous ces sujets et qui potentiellement voient cet assortiment, peut-être parce qu'effectivement il est aujourd'hui pas suffisamment en place dans cette partie-là du réseau, mais en tout cas, ils ont l'impression finalement qu'ils ne peuvent pas forcément intervenir dessus et que ça ne va pas non plus changer la manière dont ils vont pouvoir le travailler. Côté GSA, là pour le coup, pas forcément de soucis, une approbation plutôt très bonne puisqu'on est à 62% en additionnant les 49 et les 13%. Pour finalement avoir un focus sur cette typologie de distributeurs de presse qui, elle, est effectivement convaincue par le fait que le fait de pouvoir intervenir sur l'assortiment va les aider, avec tous les travers que ça peut avoir, puisque j'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'effectivement une mise à zéro ou un refus finalement de continuer de vendre un produit n'est pas forcément toujours la bonne stratégie. Encore faut-il être bien accompagné pour s'assurer du fait qu'on n'est pas en train de se priver de chiffre d'affaires. L'idée, c'était de voir au-delà de ça, au-delà de ce sentiment de se dire est-ce que c'est bien que je puisse remettre la main dessus, est-ce que à terme, j'ai une perception qui va cette idée de me dire finalement on me responsabilise, on me donne plus de possibilités par rapport à l'assortiment en tant que vendeur de presse. Finalement, la perception de ces marchands par rapport à cette idée, elle est plutôt assez bonne, puisqu'on récupère 23,6% des répondants qui sont plutôt satisfaits et qui croient dans cette évolution de la réglementation et dans cette possibilité de travailler sur leur assortiment. Là où effectivement, le mauvais point, c'est plutôt ceux qui trouvent que c'est trop compliqué ou en tout cas ne travaillent pas dessus aujourd'hui. Ils sont encore 27%. Et en fait, cette population-là, c'est vraiment une population qui, pour l'instant en tout cas, n'est pas prête ni à mettre les mains dans un outil comme PressConnect, ni même à gérer son assortiment directement, parce que finalement trop compliqué. Ensuite, on a 18,2% qui estiment que leur assortiment, en tout cas celui qu'ils reçoivent, est tout à fait adapté. Et puis on a hélas encore 31% des gens qui déclarent
essayer d'intervenir sur l'assortiment à travers les outils, mais qui aujourd'hui n'y arrivent pas. Donc finalement, ils ne voient pas le résultat de ce qu'ils essayent de faire à travers les outils. Si on redispatche un petit peu ces réponses par typologie de points de vente, on se rend compte que finalement, c'est les deux qui, entre guillemets, seraient les moins concernés, ou potentiellement ceux qui ont déjà finalement un réglage de l'assortiment affiné, qui sont les plus convaincus du fait que c'est une bonne chose. Donc effectivement, les enseignes concept et les rayons GSA sont largement devant, là où effectivement, toujours ce réseau presse-tabac indépendant semble finalement être le plus sceptique par rapport à toute cette approche des nouvelles règles de l'assortiment. Et effectivement, on va voir que ça se sent au-delà du déclaratif, et donc ça nous permet finalement d'identifier des typologies de points de vente qui aujourd'hui sont peut-être pas suffisamment accompagnées, que ce soit sur la pédagogie ou sur la formation, pour que justement ils puissent à la fois avoir une bonne prise en main des outils et être correctement accompagnés. Parmi ceux qui trouvent que ça ne change rien, effectivement, les kiosques indépendants, c'est ceux qui aujourd'hui ont des assortiments qui sont toujours mis automatiquement en fonction de leur point de vente, et globalement ils sont pas forcément intéressés par la possibilité de changer, puisque aujourd'hui ils estiment que leur assortiment est correct, d'autant que effectivement un kiosque indépendant, c'est typiquement des points de vente qui sont essentiellement des vendeurs de presse, et qui donc ont tout intérêt à avoir un maximum de titres à proposer. Parmi ceux qui se plaignent d'essayer mais de ne pas y arriver, c'est là qu'on remonte finalement les presses et presse-tabac. Une fois de plus, c'est vraiment la typologie qui aujourd'hui est en difficulté par rapport à cette nouvelle réglementation, et qui donc a un gros besoin en termes d'accompagnement sur cette question. Et enfin, dans la partie trop complexe, toujours les presses et presse-tabac, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui trouvent que c'est trop complexe, il y a ceux qui essayent mais qui n'y arrivent pas. Et effectivement, on a toujours des retours du côté des presses et presse-tabac sur la difficulté à utiliser les outils. Donc, si aujourd'hui on peut se dire que la grande majorité des secteurs de la presse est plutôt, on va dire, favorable à l'évolution de cette réglementation et de l'assortiment, qu'aujourd'hui, donc 42% voient un gain significatif grâce aux nouvelles règles, il y a encore aujourd'hui toute une population de déçus qui est très très typiquement identifiée à travers les presses-tabac et les presses, donc vraiment les traditionnels, qui sont certainement moins bien accompagnés, comme on l'a dit, que des enseignés concept, des GSA sur le sujet, et qui finalement se sentent un peu seuls face à toutes ces évolutions, sans forcément les comprendre et sans forcément comprendre comment intervenir dessus. Et donc il y a effectivement encore un travail de pédagogie à faire autour de ces nouvelles règles et de la gestion des outils. Ensuite, une fois qu'on leur a posé un petit peu toutes ces questions, on leur a bien entendu poser la question de savoir s'ils étaient utilisateurs de PressConnect. Donc on a 75% d'utilisateurs aujourd'hui déclarés de PressConnect, et seulement 25% qui déclaraient ne pas l'utiliser. Dans ces 25%, on a beaucoup d'enseignés concept pour le coup, puisqu'on a 17,4% d'enseignés concept qui déclarent ne pas l'utiliser. On a 8,33 kiosques et indépendants, et 73% des 30% déclarant ne pas l'utiliser, qui sont en réalité des presses-tabac. La question suivante, c'était de savoir si, là on s'est adressé uniquement aux utilisateurs, donc à ceux qui ont répondu oui, de savoir si finalement leur position par rapport à cet outil, est-ce qu'il est facile à utiliser, est-ce qu'il exige un petit peu d'entraînement, ou est-ce que globalement, même quand on essaye, on n'y arrive pas. Et là pour le coup, on a plutôt des très bons résultats, puisqu'on a seulement 10% des déclarants qui estiment ne pas réussir à utiliser l'outil correctement. Donc ça veut dire que globalement 90% des gens, lorsqu'ils s'essayent à utiliser PressConnect, vont réussir à l'utiliser. Ensuite, PressConnect, c'est 3 parties, je crois qu'il y a une partie de congé, une partie de gestion des réglages, et puis
encore une autre partie pour les marchands. Et ce qui fait que, bon, potentiellement, dans la question qui a été posée, on leur demande s'ils utilisent PressConnect sur la partie gestion de l'assortiment. Mais il se peut qu'on ait eu des réponses qui soient oui, j'utilise PressConnect de manière générale et qui finalement se résument à j'indique mes congés sur PressConnect et puis derrière je ne l'utilise pas plus que ça. Ceci dit, sur l'utilisation de l'outil PressConnect, on a fait une rapide segmentation aussi par typologie de points de vente. On est à peu près dans les clous sur la partie kiosque et indépendant, sur les parties enseignées concept et sur la partie presse et presse tabac. Par contre, bizarrement, les rayons GSA ont tendance à avoir un discours très fort sur le fait qu'ils trouvent ça difficile à utiliser par rapport aux autres déclarants. C'est intéressant parce que bizarrement, en fait, c'est les GSA qui disent qu'elles sont plutôt favorables à l'assortiment aux nouvelles règles et en même temps, c'est elles qui disent qu'elles trouvent ça compliqué à utiliser. Maintenant, on peut estimer que les personnes ayant répondu à cette étude sont finalement les personnes qui sont responsables de rayons. C'est peut-être pas forcément eux dans les GSA qui s'occupent finalement de l'assortiment qui est proposé dans le magasin. Donc, je pense que ça doit venir de là, mais effectivement, c'est un chiffre qui nous a effectivement surpris. On ne savait pas trop comment il pouvait se faire que globalement, il soit hyper favorable à ces nouvelles règles et qu'en même temps, il trouve que l'outil est très difficile à utiliser. Ensuite, on leur a posé plusieurs questions aussi sur finalement quelle était leur vision de l'évolution de la presse à travers des propositions. C'est-à-dire qu'on leur a dit, aujourd'hui, si on devait soutenir les ventes de presse, quelles seraient parmi ces 5 propositions celles que vous retiendriez? On leur en a donné 2 possibles. La première, c'était bien sûr l'arlésienne de l'accès à la plateforme d'abonnement en point de vente, qui, soit dit en passant, n'est pas une mauvaise idée, même si effectivement c'est coûteux pour les éditeurs, ça peut avoir d'autres avantages. Fidéliser un client en point de vente, c'est aussi avoir l'occasion finalement de lui faire découvrir de nouveaux titres, etc. C'est d'ailleurs ce qui a été relevé par l'étude de l'ARCEP. Mais effectivement, ça peut être beaucoup plus coûteux finalement qu'un accès abonnement directement géré par l'éditeur. On leur a proposé aussi l'idée d'un accès à une plateforme d'échange entre marchands, tout simplement parce que les marchands, de temps en temps, ils peuvent avoir des besoins de réassort, ils peuvent avoir des besoins de vente de commerce, de renfort de personnel et des choses comme ça, et que globalement, s'ils peuvent se parler entre eux et que c'est une plateforme d'échange entre marchands, ils peuvent éventuellement s'aider un peu, surtout si on réussit à segmenter ces échanges au niveau régional. Et donc, c'était intéressant. La mise en place de partenariats locaux avec les commerces de proximité, c'est marrant parce qu'en fait, ça fait partie des sujets qui sont adressés dans les réflexions des éditeurs. Aujourd'hui, on cherche finalement des nouveaux réseaux de distribution. Et finalement, là, l'idée qu'on avait proposée, qu'on avait soutenue, c'était plutôt l'idée de se dire, est-ce que le marchand ne peut pas à un moment justement déporter un petit peu la vente de certains magazines avec d'autres commerces locaux et que finalement ce soit lui qui gère cette partie. La mise en place de sessions de conseils personnalisées sur l'activité presse. Et en 5e, une information plus régulière sur les tendances de vente au numéro, mais au niveau régional ou au niveau de la ville. L'idée étant de se dire qu'aujourd'hui, un marchand, on lui envoie beaucoup de titres, mais finalement, si on ne lui donne pas une information en lui disant l'année dernière où la saisonnalité fait que c'est plutôt ces titres-là qui vont se vendre, finalement, on ne lui donne pas une indication sur son merchandising et il se peut que potentiellement il rate des ventes parce que finalement, à force de tout mettre au même niveau, on se retrouve avec des choses qui ne sont pas forcément visibles alors que potentiellement, on aurait pu travailler autrement la présentation des titres et finalement avoir de meilleurs résultats de vente. Sur l'ensemble de ces questions, finalement, on a eu des retours qui ont été plutôt très favorables à l'idée d'une information justement régulière sur les tendances de vente au numéro dans la région. Alors c'est marrant parce qu'il y a aujourd'hui donc le baromètre des ventes qui est mis en place par le CRDP,
qui est à l'adresse des éditeurs, donc qui va permettre justement d'avoir ces chiffres agglomérés sur ces sujets. Et je trouve ça, ça peut être intéressant à un moment de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette information qu'on devrait redescendre auprès des marchands pour finalement leur donner un peu plus d'objectifs et leur donner un peu plus d'objectifs à atteindre. La deuxième chose, c'est que finalement, les marchands sont vachement demandeurs de conseils, d'optimisation, de personnalisation de l'activité presse. Donc c'est effectivement le retour un peu des équipes terrain, c'est la possibilité de peut-être avoir des sessions de conseil ou de merchandising qui soient faites à travers en visioconférence. Je ne sais pas, il y a peut-être des idées à trouver autour de ça, mais en tout cas, il y a un besoin de la part des marchands autour de finalement, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui va m'accompagner, me conseiller sur la vente de mes titres presse. Et enfin, en deuxième, excusez-moi, c'était l'accès à une plateforme digitale de prise d'abonnement en point de vente. On en a parlé. C'est effectivement aujourd'hui la possibilité finalement pour un marchand de gérer l'ensemble des abonnements d'un de ses clients, peut-être pas même que par éditeur, ça peut tout à fait fonctionner en multi-titres. Et je pense que effectivement c'est une manière de redonner un petit peu d'attractivité au plaisir d'aller chercher de la presse sur le point de vente, tout en finalement rendant un vrai service au marchand qui ne va pas perdre un client sous prétexte qu'il a décidé de s'abonner à un titre. À discuter. On a fait le distinguo sur les lieux de passage et les commerces en ville. Et on se rend compte que globalement, on est assez réaliste. On est sur 38,5% sur les informations régulières régionalisées, 36% sur les sessions de soutien et 25% pour la plateforme d'abonnement en point de vente. Les chiffres sont à peu près cohérents sur la partie commerce en ville. Dans les autres remarques, puisqu'on a laissé une question ouverte, donc on a laissé les marchands nous redonner un petit peu leur retour aussi. On a eu des retours autour des problématiques de logistique. L'optimisation du réassort, c'est aussi un grand sujet de la part des marchands de presse. Je ne fais que être la voix du marchand de presse, je ne juge pas, mais effectivement, on sait bien toute la complication que ça peut apporter. Certains se plaignent en tout cas de cette relation avec les dépositaires. Donc bon, je sais qu'il y a maintenant le contrat entre les marchands et les dépositaires. Il y a peut-être certainement des choses à faire. Et puis je pense que c'est des réponses qui peuvent être des réponses un peu isolées. Donc je ne sais pas, mais peut-être s'assurer du fait qu'à un moment, on a effectivement une relation qui soit bonne entre les marchands et les dépositaires. Un fort demande sur toute la partie PLV mise en avant sur des titres. C'est marrant parce que là pour le coup ils ont vraiment conscience du fait que sur leur merch il y a un problème, ils n'arrivent pas à savoir ce qu'ils doivent mettre en avant, ils n'arrivent pas à avoir des éléments qui leur permettent de mettre en avant la presse et pourtant ils savent que dès qu'ils en ont ils réussissent à vendre. Et enfin sur les outils, on a des commentaires sur le fait que malgré tout, aujourd'hui ils sentent qu'ils ont toujours pas de liberté, ou en tout cas il manque un peu de liberté sur les choix de titres. Ils souhaiteraient avoir une meilleure information sur les collections, ils souhaiteraient avoir une application sur smartphone pour pouvoir finalement gérer Presse Connect aussi dans leur point de vente et pas être obligé de retourner sur l'ordinateur pour pouvoir gérer leurs problématiques. Et puis ensuite, réfléchir à un programme de fidélisation pour soutenir la vente au numéro en point de vente, mais de manière globale. Je vais accélérer parce que je crois que sinon on va se faire chasser. Juste sur la partie diversification, très rapidement, comme je vous l'avais dit, on a vraiment une population de marchands qui sont très bien équipés au global. On s'est rendu compte que selon eux, finalement, les principaux vecteurs de trafic dans leur point de vente sur la diversification, c'est avant tout, bien sûr, les jeux à gratter. Vient ensuite le tabac, puis la carterie, la vape, etc. Donc en réalité, bon, à part pour ceux qui ne vendent pas de tabac, ils sont tous bien entendu fournis sur les plus forts produits générateurs de trafic en point de vente, qui ne sont pas forcément les plus gros générateurs de CA, mais là on parlait vraiment de cette idée de se dire comment est-ce que finalement je donne de l'attractivité à mon point de vente, et on se rend bien compte que aujourd'hui le marchand de presse a une conscience finalement du fait qu'il y a beaucoup de produits de diversification qui viennent challenger la presse et qui aujourd'hui opèrent
du retour en point de vente et de la fidélisation auprès des clients. Derrière la diversification, les marchands ont aussi travaillé sur tout ce qui était un petit peu offre de service. C'est vrai qu'on a vu à la fois les points relais exploser. Aujourd'hui, on peut aller chez le marchand de presse pour aller récupérer ses colis. Photocopie, impression, espace détente, café, paiement administratif, etc. Aujourd'hui, effectivement, un point de vente, bon, ça fait déjà un petit moment, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à accélérer un petit peu sur leur équipement en diversification, leurs besoins en diversification et aussi leur offre entre guillemets de service pour finalement pouvoir toujours créer du contact de proximité avec les personnes qui finalement sont dans leur zone de chalandise. On se rend compte qu'effectivement on a une petite disparité entre les commerçants en ville qui sont beaucoup plus sur la photocopie, le point relais, les paiements administratifs, là où sur les commerces situés en point de vente, sur les lieux de passage, excusez-moi, on va plutôt avoir un peu plus d'espace café, un petit peu plus d'événements, un peu plus de choses comme ça, ce qui est assez cohérent avec le fait que, à un moment, on soit sur des lieux de passage et que donc on cherche à animer de manière un peu différente et qu'effectivement, il est rare qu'on vienne chercher son colis point relais directement dans un lieu de passage. On leur a aussi posé la question très rapidement sur ce qui était pour eux les priorités de formation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on sait qu'avec le contrat, la formation va redevenir obligatoire, ce qui fait que ça va permettre de replacer un petit peu l'activité de la presse au centre de la problématique du marchand. Aujourd'hui, ils sont très demandeurs, si toutefois il fallait reconstruire un petit peu cette formation, ils sont extrêmement demandeurs sur la partie merchandising et communication. C'est vraiment la chose qui leur manque le plus, en tout cas d'après eux, et sur la sécurité et la prévention, tout simplement parce que effectivement, je pense que les marchands, comme beaucoup, peuvent avoir des soucis de vol et de perte, et donc ça fait partie c'est leurs deux priorités, la gestion du commerce et de l'administratif étant finalement la troisième et la gestion des stocks étant la dernière. On se rend bien compte que sur les commerçants en ville, on est encore un peu plus fort sur le merchandising, finalement plus fort sur le commerce et l'administratif et un peu moins sur la sécurité. Là où, pour le coup, quand on est sur les lieux de passage, on a une forte augmentation sur toute la partie sécurité et une baisse sur le merchandising et sur la gestion du commerce administratif. Voilà, s'il fallait retenir 2-3 choses par rapport à tout ça. Le petit 1, c'est que aujourd'hui encore, heureusement, les marchands de presse estiment quand même que la presse est le principal vecteur de trafic de leur point de vente. Par contre, ils ont bien conscience du fait qu'aujourd'hui la presse, ça suffit plus. C'est pas suffisamment générateur de chiffre d'affaires, c'est trop contraignant. Et donc, même s'ils ont conscience de l'importance du produit, ils trouvent ça quand même assez lourd. Ce qui fait que forcément, la diversification et les services deviennent un must-have, en tout cas une obligation pour les marchands, de manière à pouvoir continuer de survivre et finalement pouvoir attirer toujours un peu plus de monde aussi dans les points de vente. Le truc, c'est que le risque de tout ça, c'est de se dire que finalement sur certaines populations, à commencer par les presse-tabac, qui finalement sont ceux qui se plaignent un peu le plus par rapport à tout ça et qui ne comprennent pas forcément tout ce qu'ils peuvent faire avec la presse, on observe finalement un glissement vers toujours plus de diversification et toujours moins de hors-presse, en tout cas toujours moins de presse, en tout cas minimiser finalement l'offre presse dans leur point de vente, tout simplement parce que il y a un désamour entre guillemets de ces vendeurs pour cette activité de presse. Ils sont plutôt en train de se dire qu'aujourd'hui c'est trop contraignant, pas suffisamment rémunérateur et qu'ils ont besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs. Finalement c'est vrai que c'est plus simple d'exposer des vapettes que d'exposer de la presse, tout simplement parce que des vapettes ça reste pendant plusieurs jours, quand ça se vend et si jamais ça se vend pas on n'a pas besoin de le remettre en place tous les matins ou tous les soirs. Et donc effectivement on observe ce type de désamour. S'il y avait des priorités à donner pour 2024, la première c'est d'identifier et de former les marchands qui en ont besoin aux nouvelles règles. Alors on a bien conscience que tout n'est pas parfait, mais on peut commencer dès maintenant. On voit bien qu'il y a vraiment certaines typologies de presse qui aujourd'hui sont complètement, en tout cas ont l'air d'être un peu larguées par rapport à tout ça. Donc il y a des choses d'éducation, de formation à faire.
faciliter l'utilisation des outils de Presse Connect. Il y a des accès via les caisses, il y a des accès via smartphone, il y a pas mal de choses. Mieux informer les marchands sur le potentiel de vente des titres. Aujourd'hui, peut-être que si on les guidait un peu plus, maintenant qu'on a des chiffres qui sont des chiffres consolidés, on pourrait peut-être finalement leur pousser une information un petit peu plus complète et leur donner l'occasion de mieux appréhender finalement les ventes à venir. Continuer le développement de l'offre hors presse, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui la presse ça ne va pas faire vivre le point de vente, donc il faut effectivement accepter le fait que un point de vente presse aura besoin du hors presse, aura besoin des services et donc laisser favoriser ça. Et surtout, par-dessus tout, faire attention à cette transformation des marchands de presse pour qu'ils ne deviennent pas des commerces de proximité. C'est vraiment l'écueil de se dire que aujourd'hui, on a l'impression que sur une partie de ce réseau, si on ne réussit pas à finalement les intéresser, que ce soit sur le point de vue financier, si on ne réussit pas à apporter de la culture, à leur donner une dimension qui va au-delà du commerce de proximité, qui finalement est un point de vente de presse et un point de vente de culture, et bien globalement, on va finir par les perdre, ils vont se désintéresser, plus ils vont se désintéresser, plus finalement, moins ils vont travailler la presse, moins ils vont travailler leur offre, et plus ils vont s'occuper de travailler les autres secteurs. Voilà, donc ça fait partie des priorités et des choses sur lesquelles on pense qu'il faudrait essayer de faire attention dans les années à venir par rapport au retour qu'on a eu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que vous en avez. Bon. Je vous invite à récupérer l'étude. Vous avez une adresse mail qui est en bas. Vous n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait envoyer un petit mail et dans ce cas-là, on vous fera passer l'étude. Et puis on a un stand au fond du salon, donc n'hésitez pas à passer nous voir si vous voulez que l'on discute de différents points. Ok ? Merci beaucoup.